Nous sommes engagés publics. Bonjour et bienvenue aux Engagés publics. Je suis François Larouche et aujourd'hui, j'ai le bonheur d'avoir au micro quelqu'un que je connais très bien, Alain Lupien. Bonjour. Bonjour François. Ça va bien? Très bien. Est-ce que tu as une grippe, Alain? On va tout de suite adresser la chose. On se connaît bien, toi et moi. On a travaillé ensemble. Et je sais que tu parles totalement normalement. Qu'est-ce qu'il y a avec ta voix? Qu'est-ce qui arrive avec ta voix? Ben, en fait, c'est un défaut de fabrication. C'est une malformation. C'est une malformation. Donc, t'as pas une vilaine grippe. Non, du tout. Je suis pas contagieux. Fait que t'as pas à t'inquiéter. T'auras pas à tout nettoyer après. Mais vu que je te connais très bien, je sais pour les auditeurs que ce que tu vas dire, en tout cas, ça va être très pertinent. Donc, j'invite les gens à écouter attentivement, Alain. J'espère. Ouais. Sinon, Alain, aujourd'hui, je voulais te rencontrer, échanger avec toi, parce que on continue nos entrevues avec les organisateurs et t'es quelqu'un qui a laissé quand même une certaine empreinte sur la vie politique au Québec. Et on va explorer ça ensemble. Je vais quand même le teaser comme ça. Avant qu'on aille plus dans le côté politique de la chose, c'est qui ça pour les gens qui ne te connaissent pas? T'es pas une personnalité publique. C'est qui ça, Alain Lupien, avant la politique? Ben, moi, il faut savoir que je viens d'un quartier ouvrier. Fait que la politique, je l'ai connue à travers mes parents, mon père qui est organisateur. Uh-huh. Un organisateur de quartier. Moi, j'ai connu le tout début du Parti québécois, les années 60. Okay. Fin des années 60. Mon père, c'était le concierge de la place. Fait que les assemblées publiques se passaient chez nous. Puis moi, ben, petit bonhomme, je regardais par la serrure. Parce que je restais dans l'école. Mes parents, le logement du concierge à l'époque était dans l'école. Okay. Fait que moi, je suivais les assemblées à travers la serrure de la porte. Puis après, aussitôt que c'était fini, j'avais le droit d'aller dans la salle. Puis là, j'allais donner un coup de main pour ramasser les chaises. Puis là, j'ai pu croiser des personnalités, tu sais, que ce soit les René Lévesque, les Camille Lorrain, tous ceux de la première époque, Robert Byrne, Guy Bizarion, et aussi Claude Charron. Puis, et un peu plus tard, ben, quand je suis arrivé au niveau école secondaire, le goût s'est amplifié un peu. Fait que dès un très bas âge, la politique a toujours fait partie de ta vie. Absolument, absolument. Puis j'ai commencé à m'impliquer surtout, par contre, au niveau collégial. OK. Qu'est-ce qui est arrivé? Écoute, j'ai encore besoin de faire des changements dans ma vie. Puis on préparait le référendum de 1980. OK. Puis j'ai découvert une passion, celle de l'organisation. Quand tu comprendras avec la voix que j'ai, c'est pas moi qui allais faire les débats. OK. Puis bien souvent, dans le milieu étudiant, les gens étaient bien forts et très volontaires pour aller débattre. OK. Mais pour organiser les salles, pour faire tout le reste de la logistique... moins de monde, hein? Ben, il y avait besoin de quelqu'un, puis moi, je suis arrivé au bon moment. Et j'ai appris, tu sais, self-management, j'ai appris de moi-même là-dedans. T'as appris sur le tas. J'ai appris sur le tas, puis j'ai eu des beaux réseaux, des bons réseaux à côté de moi. Puis assez rapidement, je suis devenu en charge de toute la coordination du MEWI. D'abord au cégep, après ça à Montréal. C'était quoi, ça, le MEWI? Pour les le mouvement moins jeunes comme moi qui... Okay. Ouais, mais c'était le mouvement étudiant pour le oui, à l'époque du premier référendum avec René Lévesque en 1980. Alors, c'était mes débuts là, avec le phénomène politique, l'engagement public. C'est là que t'as fait tes classes, t'as appris la base. Mais je suis pas demeuré en politique après. On a fait... on est resté après le groupe qui s'est occupé du MEWI. On avait milité ensemble quand même pendant 8-9 mois. OK. Et on avait eu, à ce moment-là, il y avait un problème avec le mouvement étudiant qui était beaucoup contrôlé à l'époque, la NEC, l'Association nationale des étudiants du Québec, par des groupes de gauche. On voit que tout revient. Hein. Puis on a décidé de s'impliquer au niveau du mouvement étudiant pour faire un peu de ménage là-dedans, parce qu'on trouvait que c'était pas représentatif de ce que les étudiants souhaitaient, puis comment ils pensaient à l'avenir politique du Québec. Alors, on s'est impliqué. J'ai connu le mouvement étudiant. Puis, ça m'a amené après ça à la Société Saint-Jean-Baptiste, dans des groupes. On a fondé un groupe d'amis avec des gens de Québec, des gens de Rimouski, Rivière-du-Loup, un peu partout, une association étudiante. Et après ça, on a fondé aussi le LOGIC, l'Organisation pour la jeunesse indépendantiste pour un Québec communautaire. On y a un mémoire qui existe d'ailleurs là-dessus, un manifeste. Puis
Ça a provoqué quelques années après le Sommet québécois de la jeunesse. Les libéraux ont pris le contrôle. OK. Moi, j'ai quitté pour aller dans le milieu syndical. OK. Qu'est-ce qui t'a amené là? Ben, j'ai toujours été un rebelle, j'ai toujours été quelqu'un qui me disait, moi, dans la vie, si tu veux changer des choses, implique-toi. Tu sais, c'est facile de rester sur ta chaise, regarder la parade puis chialer. Ouais. Mais moi, ça faisait pas partie de ma personnalité. Alors, je me suis impliqué, puis très rapidement, j'ai grandi dans le mouvement syndical. Je suis devenu vice-président du syndicat. OK. J'étais dans le milieu de la radio-télévision. Donc, pour ça, j'ai participé à des centrales syndicales. J'ai fait beaucoup de formations, que ce soit en administration, en droit du travail, en plaidoirie. Moi, j'aimais ça. Pas étudier à l'école, mais étudier d'une autre façon. Mm-hmm. Alors, j'ai continué à me former comme ça. Puis un jour, je travaillais à Radio-Québec. Puis il est arrivé un gros dossier qui était la fermeture des bureaux régionaux en région. Et en même temps, il se passait ce qu'on appelait les réseaux de télévision. Ils ont commencé à créer les réseaux, dont Radio-Canada, ces groupes-là. Okay. Et moi, je me mettais contre ça, notamment pour Radio-Canada aussi, parce que c'était la défense des services français de Radio-Canada. Parce que là, en dérégionalisant, ce qui se trouvait à faire, c'était concentrer. Centraliser à Montréal. Ils centralisaient à Montréal, mais surtout, on voyait, ça commençait à aller vers Toronto puis l'Ouest canadien. Ah ouais. Alors, la notion de région, dans le vocabulaire de Radio-Canadien, ben, ça voulait pas dire les régions comme au Québec. Ça voulait dire Québec, les Maritimes. Alors, il y a eu un gros combat à l'époque. Moi, je me suis impliqué à ce combat-là, mais je me suis impliqué surtout dans le combat contre la fermeture des bureaux régionaux de Radio-Québec. Okay. Pour éviter la fermeture. Alors, j'ai écrit des mémoires, j'ai participé. Et j'ai rencontré un homme politique qui s'appelait André Boisclair à l'époque, qui était jeune, venait d'être élu. J'imagine, ouais. Mais j'avais pas participé à sa campagne pour son élection. Mais tout de suite après, j'ai commencé à m'impliquer avec lui. Et on est en quelle année? On est en 1989. OK. Et là, c'était mon retour en politique, dans le fond. Et là, j'ai commencé à m'impliquer localement. J'ai commencé à montrer une technique de faire des plans d'action, comment je voyais ça. Ça n'a pas changé tant que ça, parce que le premier réflexe, bien souvent, des jeunes, c'est de dire « Hey, on n'est plus en 1970, on n'est plus en 1980. » Ben oui, il y a des technologies, Alain, là, ça a changé. Non, ça n'a même pas rapport avec la technologie à vas-y. l'époque. C'est qu'ils disaient « On peut plus avoir autant de bénévoles, tu sais, ça se peut pas. » Alors que, oui, tu sais, en allant vers le monde, en les incitant, en créant de l'action et de l'animation politique, on a réussi à remobiliser le monde, puis à créer une des grandes organisations de Montréal dans ce comté-là. Tu veux dire qu'à l'époque, on avait déjà le même discours de c'est plus comme avant, puis... Il y a toujours une raison. Okay. Tu sais, moi, je l'ai vécu quand je suis revenu après ça, avec Mme de Courcy dans Crémazie, quand je suis allé donner un coup de main dans le cycle, quand je suis allé dans Masson donner un coup de main comme président un certain nombre d'années. Ce discours-là est toujours récurrent. Okay. Tu te dis, c'est pas pareil, ça. Mais tu sais, il y a des bases en organisation qui changent pas. C'est sûr que la technologie est arrivée. Ça a amené des grands changements. Mais la base, ça change pas. La technologie, ça va demeurer un appui à ce qu'on veut faire. Mais il faut savoir ce qu'on veut faire. Il faut être capable de mobiliser du monde pour nous aider. Fait que ça, c'est quelque chose que tu as déjà appris à cette époque-là ou que tu as... mais en fait, tu le savais déjà, c'est ce que tu me contais, c'est que tu as fait face dans les années 80-89 à ce discours-là ambiant qu'il y avait déjà. Oui. Tu voulais remobiliser déjà. Puis tu t'impliquais localement, tu disais, dans Montréal? Dans le comté de Gouin. Puis je me suis impliqué après ça un petit peu au niveau régional dans des comités. Puis j'aimais beaucoup entraider d'autres comtés d'entour pour les aider. Parce que moi, dans ma tête, je préparais l'indépendance. On préparait le prochain référendum. Puis c'était important d'aider les autres. Puis faire de l'entraide. Puis j'ai fait ça. J'ai fait à peu près toutes les campagnes électorales puis les référendums. Parce que, tu sais, les gens se rappellent de deux, mais il y en a eu trois. Il y a eu Charlottetown. Il y a eu Mitch. Charlottetown, qui est le résultat de Mitch. Alors, tous les années, il y avait des élections de référendum. Okay. Fait que c'était une école extraordinaire. En quelques années, tu peux acquérir de l'expérience. Il y a de l'équivalent de quelqu'un qui aurait fait 20-25 ans de politique. Ouais. Mais ça, tu peux faire ça, toi, en 3 ans. 89, il y a eu une élection. C'est une première élection de Parizeau qui a perdu. Oui, mais après ça, tu as eu l'élection de 93. Mais avant 93, il y a eu des partiels. C'est ça. Et aussi,
Il y a eu des élections municipales. Il y a eu des élections scolaires. Il y a eu différents types d'élections dans lesquelles je me suis toujours impliqué. Oui, c'est ça, parce que c'est ça la question. Donc, les gens, ils restaient pas seulement dans un parti, ils voyaient tout l'échiquier politique, ou je pourrais dire, genre, la situation politique, ils s'impliquaient à différents paliers pour faire une différence. OK. Parce que les gens, ils voulaient être sûrs que les gens qui étaient, mettons, sur le conseil d'administration du CLSC, on a du monde qui partageait notre point de vue. Parce que, tu sais, je peux parler juste d'indépendance, mais le programme du Parti québécois est un programme politique complet. Puis à l'époque, c'était vrai aussi, là, sinon plus. Puis on avait une vision du Québec moderne comme on le voyait. Puis on voulait s'assurer que dans différents organismes, on était présent. Puis, ce que d'ailleurs, j'ai tenté de ramener dans le dernier plan que j'avais fait au PQ récemment, que les gens s'impliquent, retrouvent le goût de s'impliquer localement, pas juste à la cause de l'indépendance, mais prendre leur place sur l'échiquier. Alors, j'ai travaillé à des plans comme ça, j'ai été impliqué, j'ai fait plusieurs élections à plusieurs niveaux. Il y avait aussi à l'époque tout le courant des catholiques versus le mouvement qui était le MÉMO. Okay. Un mouvement pour l'école moderne et ouverte, qui voulait déconfessionnaliser les écoles. Okay. Alors, j'ai participé à ça, j'ai organisé des campagnes là-dessus aussi. Donc, en 93, 94, là, on arrive avec l'élection du Parti québécois. On arrive avec l'élection du Bloc québécois tout de suite après. Et là, on prépare le référendum. Ouais. Et moi... Puis, comment ça se fait? Qu'est-ce que ça veut dire, préparer un référendum? Ça se dit bien, mais dans la vraie vie, ton quotidien... Non, mais moi, à un moment donné, je travaille à Radio-Québec, mais maintenant, on m'appelle et on me dit, on veut te voir demain matin à Hydro-Québec, au bureau du premier ministre. Puis je n'ai plus jamais vraiment remis les pieds longuement à Radio-Québec. Okay. Il y avait besoin de quelqu'un pour préparer la campagne de financement pour les comtés, donc coordonner ça. Puis assez rapidement, j'avais des connaissances en technologie, parce que moi, j'étais diplômé à l'époque en ordinateur et en télécommunication. Parce qu'à l'époque, ordinateur, c'était large, c'est pas comme aujourd'hui. On faisait de la programmation et tout. Alors, j'avais cette approche-là. Alors, rapidement, j'ai commencé à implanter des technologies. Surtout pour le financement. Tu veux suivre tes chiffres. C'était-tu papier encore à l'époque un peu? Papier, mais moi, je travaillais beaucoup avec des logiciels, traitement de texte, tabulateur et tout. Et aussi, je commençais à vouloir faire développer un logiciel pour la gestion des campagnes électorales. OK. Alors, j'ai travaillé là-dessus, puis assez rapidement, la personne qui était directeur de l'organisation était moins versée, mettons, sur la logistique. C'était un psychologue de formation. Fait que c'était pas sa qualité première, l'organisation pure. Alors, je suis devenu son adjoint. Je suis resté, puis là, on a fait une école de formation. Ah ben? Avec, à l'époque, le Bloc québécois. Okay. Il y a eu des tournées de formation à travers le Québec. Et là, c'était vraiment là, des journaux complets où on avait un gros cahier. C'était 2-3 pouces d'épais. Puis c'était des guides. Puis c'était des techniques d'animation. Parce qu'on faisait à la fois de l'organisation politique et à la fois de l'animation politique. Donc, les gens, ils faisaient des débats entre eux pour pratiquer. Ils faisaient aussi des improvisations. Il y avait de l'animation dans cette journée-là. C'était fabuleux. Alors, on a fait ça en 94-95. Après le référendum de 95 qu'on s'est fait voler, je suis passé au Bloc québécois. Je suis allé 3 ans comme adjoint au directeur général pour préparer l'organisation. Avant qu'on continue avec le Bloc, est-ce que j'ai lu en ligne dans les articles, est-ce que c'est vrai que tu as coordonné la sortie de vote du référendum 95? Oui, c'était moi qui étais en charge de toute la coordination. C'est quand même quelque chose. Oui, c'était gros. Écoute, à l'époque, j'avais 39 ans. Puis c'était tu vas avoir un peu de pression. Écoute, puis à l'époque, il faut savoir, les ordinateurs venaient d'arriver. Les portables, un peu, pas les ordinateurs de table. Ouais. Et j'avais fait rentrer un réseau d'ordinateurs juste pour faire le calcul statistique. Ce qu'on a aujourd'hui automatisé dans les logiciels, à l'époque, nous, on a introduit un réseau de 6 ordinateurs qui faisaient du calcul uniquement pour nous dire comment ça allait dans les comtés. Mais les comtés nous envoyaient les données par fax. Ah, t'es-tu sérieux? Fait qu'on avait un réseau de 22 fax en permanence. Ça doit faire du bruit. Il y avait des responsables. Un responsable gérait une quinzaine de comtés avec son fax. Puis il y avait une grosse équipe qui faisait juste la relation avec les comtés.
puis essayer de voir qu'est-ce qui se passe à travers le Québec, stimuler un peu aussi. Avec le fax, t'avais-tu quand même, là, je vais donner les détails, puis on pourra ralentir un peu plus tard, mais avec le fax, t'avais-tu une rapidité pour obtenir ta donnée? Ça devait être quand même assez... Tu sais, d'habitude, aujourd'hui, quand on fait une sortie de vote, t'as toujours 1 heure de différence entre le vote et dans ta machine, là. C'est pas tellement la technologie que l'efficacité du monde d'être discipliné puis de faire ce qu'il y a à faire, d'avoir du monde pour le faire. Fait qu'à l'époque, déjà, tu étais capable de sentir le pouls la soirée même. Aux demi-heures, ça sortait. Ah, ouais. OK. Parce que les équipes, quand on a fait les formations, c'était très clair. Il y avait un guide à quelle heure qui devait aller au pôle, à quelle heure il devait revenir. Okay. Puis à quelle heure il faxait, puis à quelle heure, là, nous, on analysait pour revenir. Tu sais. Avec l'analyse, on était 4 à permanence qui regardaient. On avait chacun 25 comtés. Ben, un petit peu plus que ça, on était à 104, donc une trentaine de comtés chacun. Okay. Puis on regardait comment ça allait. Tu sais. Puis peu importe le comté, là, que tu étais un compteur félin ou pas, on avait un œil sur ce qui se passait. Puis la campagne de financement au préalable, je m'en étais servi pour faire un test, un test, mais surtout une analyse des qualités des organisations, là où on avait des failles. Okay. Et d'ailleurs, Radio-Canada avait tombé sur l'analyse que j'avais faite, que j'avais donnée à Jacques Parizeau, puis à Jean Royer. C'est une communication sur une base hebdomadaire, sur toute l'évolution et tout ce que je faisais pour essayer de redresser la situation et tout ça. Puis, lors d'une émission qu'ils ont faite sur le référendum, j'avais passé quelques heures à discuter de ça, mais ils n'ont pas retenu ce bout. Okay. C'était pas pertinent, parce qu'ils ont plus axé sur le combat, le love-in, puis le combat politique. Puis comment ça s'organise, dans le fond, parce que je veux quand même passer un peu de temps là, si tu permets, c'est quand même une soirée historique. C'était quoi ton mandat, puis comment on fait une sortie de vote aussi importante que ça? Y avait-tu des étapes? Comment vous étiez structuré? Écoute, à l'époque, il faut savoir que moi, je coordonnais donc une partie de l'organisation, tout ce qui était l'organisation de terrain, que le directeur de l'organisation. J'avais fini le financement, ça avait bien été. On avait un objectif de 3 millions, puis on avait ramassé 3,3 en campagne régulière. Okay. Puis après ça, on avait une autre campagne de financement, puis on a ramassé un autre 3 millions. Ah ouais. Ça roulait, les organisations étaient suffisantes, étaient puissantes sur le terrain. Puis le référendum, c'est un enjeu mobilisant. C'est un enjeu, écoute. Tu sais, quand tu dis que 93% de taux de participation, c'est parce que les machines étaient énormes. Ah ouais. On avait, des partenaires aussi, les syndicats, entre autres. Puis des groupes de la populaire société civile qui étaient organisés. Donc, tout ça se coordonnait au niveau national. Mais aussi, il fallait que ça déboule d'un comté. Fait qu'il y avait des enjeux de coordination sur le terrain. Il fallait que ce monde-là travaille en équipe. Puis, il fallait s'assurer à tous les jours que le travail avance. Fait qu'il a fallu, à l'époque, le pointage était différent. C'est ça, on pointait quand même comme pour une élection régulière, mais là, c'était du pointage, j'imagine, adversaire, sympathie dans le sens du référendum, oui ou non. Alors, là, on a introduit pour la première fois une coche de plus, qui était de la téléprospection. OK, c'était quoi? C'est, en fait, on s'intéressait aux gens qui étaient pas sûrs de leur vote, qui étaient pas solides. Par des questions de relance, on demandait aux gens d'essayer de catégoriser le pourquoi ils hésitaient. Okay. Et nous, ça nous permettait de relayer sur des fiches à des gens en particulier, mettons, la Fédération des femmes du Québec, je dis n'importe quoi, était peut-être même pas là, ou des syndicats où il y avait, avec des femmes, mettons, des questions qui étaient plus reliées à la condition féminine. Pour les personnes âgées, mais on pouvait utiliser des personnes âgées qui s'adressaient à des personnes âgées pour les rassurer. Puis dans le cas des jeunes, même chose, des jeunes qui parlaient à des jeunes. Donc on avait commencé déjà à travailler avec ces modèles-là. Puis quand la personne rappelait un indécis, elle savait pourquoi qu'elle le rappelait, c'était quoi qui faisait hésiter. Puis comme il y avait eu de la formation, puis il y avait eu un paquet de guides qui avait été produit avec des fiches thématiques que les gens pouvaient se servir et dire, bon, écoute, le thème de l'économie, là, on sait quoi dire. Voici les arguments. Ouais. Voici les arguments. Puis, faut pas oublier aussi à l'époque, chacun des comités parapluies avait produit un guide, un argumentaire. Comité parapluie pour les auditeurs étant, j'imagine, les sous... Comité, non, c'était un comité pour le oui, puis un comité pour le non qui était dirigé par le gouvernement. Parfait. Puis par l'opposition. OK. Alors, on organisait, au niveau du terrain, il y avait beaucoup de bénévoles. C'était un problème de gestion de bénévoles. Parce qu'il y en avait... Ça va gérer, parce qu'il y en avait beaucoup. Puis les gens, il faut pas avoir l'impression qu'ils servent à rien. Ouais. Alors, il y avait beaucoup de porte-à-porte aussi à l'époque. Fait qu'il y avait beaucoup d'équipes de porte-à-porte.
Il y avait des gens qui faisaient du téléphone, mais il y avait beaucoup de portables. Surtout en milieu urbain. En milieu urbain, écoute, des fois, il peut y avoir des fois dans des comtés 15-20 équipes par soir. OK. Puis on pointait ou déjà on essaie de convaincre en personne? C'est toujours le même jeu à l'époque. Ouais, hein. C'était d'entreprendre une discussion avec quelqu'un, le sensibiliser à notre discours, puis essayer de le convaincre s'il n'est pas convaincu pour l'identifier, finalement. On en reparlera plus tard maintenant, ça a évolué beaucoup. Mais tu sais, la finalité, c'est quand même toujours d'identifier la personne. Pour être capable de le rappeler le jour du vote. Parce que le jour du vote, contrairement à aujourd'hui, tu n'avais pas chez nous des grandes centrales téléphoniques. Non. Les gens, dans chacun des comtés, il y avait des maisons qu'on appelait téléphoniques. Puis ça, c'était des gens avec les voisins d'en bas, le voisin d'à côté, ils passaient des grands fils, des rallonges téléphoniques. Puis ils se mettaient 4-5 téléphones d'appartement. Puis un autre rue à côté, il y en avait 4-5, il y en avait plusieurs comme ça. Il pouvait y avoir 20-30 maisons téléphoniques, dépendamment des circonscriptions. Puis même ça fonctionnait. Puis ça appelait toute la journée. Puis à cette époque-là, les gens n'avaient pas de téléphone cellulaire autant. Fait qu'on les rejoignait. On les rejoignait beaucoup plus. Tu sais, un comté qui était bien organisé, normalement, il y avait au moins 80% des numéros de téléphone. Ah ouais. Puis ils rejoignaient à peu près 80%? Ah oui, les gens, là, quand je regarde les chiffres de l'époque, les comtés, il y en a qui ont joint à 90-95%, le monde pointé. Puis les bons étaient à 80, puis quand tu étais en bas de 80, là, c'est parce que t'étais pas très bon, t'étais pas suffisamment organisé. Puis fait que pendant des mois, on identifie les électeurs, est-ce qu'ils sont sympathisants, est-ce qu'ils sont adversaires. Plus on avance vers la date du 30 octobre, qu'est-ce qui se passe dans les dernières semaines? C'est quoi la préparation finale? Parce que c'est historique, là. T'as une chance, faut pas que t'arrêtes. T'as pas de BVA. Y avait-tu un BVA? Oui. Il y avait un BVA aussi, t'as un BVA au moins. Oui, puis je veux dire, le vote, il y avait des téléphonistes, la même chose, des démarcheurs, des gens, ils sortaient le vote. Mais on comprendra que le vote était beaucoup plus facile à sortir parce que l'enjeu était énorme, là. Il sortait tout seul un petit peu, vous le sentiez, ou? Il a quand même pu faire des efforts parce que, tu sais, l'effort qu'il faut que tu mettes pour passer de 91 à 92, c'est énorme. Tu sais, les premiers pourcentages, ils se font tout seuls, mais c'est de passer en haut qui est difficile. Puis il y a eu beaucoup de travail. Écoute, faut rendre hommage à tous ces bénévoles-là qui ont travaillé tellement, tellement fort. Puis il y a du monde déterminé, puis que ce soit des deux camps, tu sais. On va oublier l'Ouest canadien, tout ça, la dégueulasserie du Levin. Du Levin. Mais tu sais, il y en a pas moins que les gens, les bénévoles de part et d'autre. C'était du monde engagé, du monde avec de la passion. Fait que cette soirée fatidique-là, comment tu l'as vécu, toi? Raconte-moi donc ça. Épouvantable. Comment ça? Je comprends la finalité, mais... Mais faut-tu comprendre que tu as toutes sortes de pépins techniques qui arrivent d'une journée. Tu réussis à passer à travers. Ton taux de participation est bon. Mais moi, je sais que il y a des endroits au Québec, ça participe, mais pas assez. Tu sais, les gens ont beaucoup focusé sur Québec. Mais tu sais, le problème n'est pas Québec, c'est que le taux d'appui, oui, était plus bas, à cause, entre autres, de la présence de la fonction publique, puis le fait qu'il y avait eu un discours entre autres du chef, M. Parizeau, qui avait promis la sécurité d'emploi aux fonctionnaires fédéraux. Puis ça avait déplu beaucoup à la fonction publique québécoise, parce qu'il disait mon ancienneté et tout et tout. Fait que ça avait été un enjeu. Fait que ça avait fait baisser beaucoup le taux d'appui chez les fonctionnaires. C'était pas juste le Colisée? Non, du tout. Ça avait pas rapport. Et aussi, tu sais, il faut dire que certaines circonscriptions à Montérégie, en Abitibi, que le taux de participation était un peu plus bas que la moyenne québécoise. Quand tu es à 91 au lieu de 93, quand tu additionnes tous ces chiffres-là... Il y a un manque. Tu sais, il y a un petit manque, mais c'est pas que ça. Il faut dire, on s'est fait voler parce qu'on le sait. T'sais, si tu compares la liste électorale fédérale d'élection d'après avec la liste de référendum, curieusement, il y a moins d'électeurs sur la liste de l'élection qui suit. Ça, c'est pas normal. Ça, il y a du monde qui sont amusés à plugger des noms dans ce liste-là. J'ai pas de preuves formelles, fait que jamais je porterai d'accusation formelle, mais tu sais. C'est louche. C'est très, très louche. On sait aujourd'hui ce qui s'est passé avec des étudiants des autres provinces. Puis tu sais, on sait comment que ils ont utilisé,
comment ils ont utilisé puis qu'ils ont joué avec certaines populations pour leur donner des droits de vote, en accéléré. Puis c'est vraiment, c'est pas correct ce qui s'est passé là. Fait que dans la journée, il y a tout ce stress-là. Okay. Puis dans la journée, ça brasse. Là. C'est pas comme aujourd'hui, péno. Il y a de la bataille dans certains pôles. Puis faut assumer de la sécurité physique. Ah, OK. Ah oui, il y a des gens qui on empêche d'aller voter. Okay. Surtout dans un comté comme dans le coin de Parc-Extension, dans le nord de Montréal, ça brasse. OK. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, vous recevez l'information. On a des équipes de sécurité. Vous renvoyez du monde? Il y a du monde, il y a la sécurité, puis sinon, il y a la police. On fait appel à la police, puis il y a des lignes, puis on a des directives, tu sais. Fait que on obéit aux directives là-dessus. On avait émis des directives formelles, mais tu sais, des fois, ça brasse. Puis, faut faire avec ça. Fait que là, à un moment donné, t'as tout le stress qui monte dans la journée. Puis là, tu le vois, toi, dans la journée, que ça va être serrant en tabarouette, là. Comment tu le vois, déjà? Ah, c'est 50-50 la veille. On ne sait pas, ça va tomber un bord ou l'autre. Les sondages, déjà, OK. Ben, les sondages, puis aussi, on a là, la qualité du pointage à l'époque. Ah, OK. La qualité des organisations. On voyait là, on avait une chance sérieuse. Mais il y avait un momentum pour le camp du oui, parce que le camp du oui remontait constamment. Le camp du oui remontait, mais on savait qu'il y avait du fling-flang. OK. C'était pas simple. Puis là, quand les résultats commençaient à sortir le soir, écoute, c'était intéressant, tabarouette. Au début, c'était le fun. Puis surtout qu'habituellement, tu sais, quand ils arrivent, les îles de la Madeleine, l'Est du Québec, ça donne un peu le pouls. Le pouls était bon. Est-ce que toi, déjà, t'étais euphorique ou t'étais à ta minute, là? On n'est pas rendu à Montréal. Non, moi, tu sais, c'est moi qui est responsable de coordonner tout ça. J'ai la responsabilité de m'assurer que ça marche. Puis moi, je suis pas sûr. Là. Moi, les chiffres que j'ai devant moi, là, je sais que Montréal va arriver à un moment donné. Ça me fait un méchant buffer. C'est compté quand Montréal va arriver. Mais là, j'ai pas tout à fait ce qu'il faut. Là, là, tu te croises les doigts que... Tu sais, les comtés de Montréal ont fait un travail extraordinaire. Là, des comtés orphelins, Laurier, Dorion, puis même Danvio, des comtés à députés aussi. Tu sais, ils ont fait des sorties de vote chez les francophones extraordinaires parce qu'il fallait qu'on pense le vote allophone puis anglophone. Puis Outremont, puis ces comtés-là, ça avait travaillé très fort. Il y avait des grosses organisations à l'époque aussi. Mais, tu sais, c'était serrant en tabarouette, puis le compte n'était pas tout à fait là. Okay. C'est sûr qu'à Montréal, ils sortaient, là, on baissait. Puis, à un moment donné, on gagnait, là. Là, il y avait l'euphorie de la victoire. Même à un moment donné, il y a eu la grande déception. Puis moi, personnellement, tu sais, je l'ai vécu dur, parce que, tu sais, t'as toujours l'impression que c'est de ta faute, peut-être de quoi que t'as pas fait. Tu t'es senti responsable. Ça a pris quelques années avant que je sois rationnel là-dedans, tu sais, puis que je me non, tu sais, je pense que j'ai livré à maudit ce que j'avais à livrer. La qualité de l'organisation qu'on a livrée était exceptionnelle. Puis on a mis en place des choses qui étaient très avant-gardistes, tu sais. Un logiciel, on avait réussi à faire une entente, c'est pas rien, avec Bell Canada, qui n'étaient pas des alliés. On avait acheté toute la banque de données, tes numéros de téléphone. OK. Puis on a fait une entente avec une compagnie privée qui était dans le domaine de l'imprimerie, qui avait rien à voir, pour utiliser, parce qu'il y avait le même ordinateur que Bell Canada, pour être capable d'utiliser les bobines qu'on avait achetées. C'est pour ça qu'on a perdu, Alain. Ils t'ont donné pas les bonnes bobines, puis pas les bons numéros de téléphone. Les numéros étaient bons. OK. Fait qu'on avait réussi à équiper les comtés quand même. Puis on avait un logiciel qu'on testait à l'époque qui était un peu l'ancêtre de ce qu'on est aujourd'hui, on utilise. Mais il était pas fait, lui, pour croiser les numéros. Mais on l'a essayé pareil parce qu'on a voulu aller plus loin. Il y a des coups, ça a marché. On a mis beaucoup d'énergie là-dedans. Fait que déjà là, on a commencé à introduire de la technologie parce qu'on savait, moi je venais du milieu de la technologie, que c'est par là ça s'en allait. C'est là qu'elle allait être la prochaine guerre. C'est comment qu'on allait être capable d'être efficace. Les fax étaient dépassés. Commençaient à avoir les babillards électroniques qui est l'ancêtre d'Internet. Ouais. Alors, après le référendum, je suis allé au Bloc québécois. On a créé 2 comités de travail. Un, sur la question des babillards électroniques. Pour être capable de se faire un logiciel, pour être capable de gérer nos affaires à l'interne. Puis un autre sur le croisement des bases de données. OK. Parce que moi, j'avais... Ça, c'est toutes des choses que j'ai déjà entendu parler. Oui, c'est ça. Et là, on était au début des années 90. Ouais. Moi, j'avais beaucoup travaillé dans le milieu des bases de données à faire Radio-Québec. C'était mon dada, là. J'aimais ça. Je faisais des bases de données, puis
Je travaillais beaucoup là-dessus. Je poussais beaucoup pour qu'on ait une base de données. Mon rêve, c'était d'avoir une base de données en accord avec le Bloc québécois où on introduit les données élection après élection pour être capable de suivre comment qu'un électeur se comporte d'une élection à l'autre. Parce qu'un électeur qui va toujours voter, qui t'appuie tout le temps, peut être mieux de mettre ton énergie sur quelqu'un qui est plus ambivalent. Mais pour ça, il faut que tu le suives. Faut que tu l'identifies. Fait que là, au début, il y avait une guerre entre les comtés et le national. On disait, il n'est pas question qu'on vous donne l'information. OK. Les comtés gardaient ça? Ah oui, ils voulaient garder ça pour eux parce que c'était comme un trésor. Ils avaient peur que ça soit utilisé contre eux. Fait qu'il a fallu tranquillement enseigner aux gens, ben non, c'est un outil qui va être formidable, c'est important. En centralisant les données, si jamais il arrive de quoi localement, on peut retransférer les données. Puis ça a pris l'élection fédérale d'après pour avoir un premier système informatique qui est en appui à l'élection, un peu plus évolué. OK. Puis après ça est arrivé Internet. Et là, on a commencé à développer la gestion du jour J. OK. Mais ça s'est fait à travers l'époque. Moi, je suis parti après, en 1998, après le Bloc québécois. Gilles Duceppe est élu comme chef. Moi, je suis allé chez Boisclair, retravailler avec André Boisclair dans son bureau de comté. Puis là, je me suis intéressé un peu plus à de l'application locale, de comment utilisation de données et tout. Puis, tu sais, même là, c'était de rebâtir une organisation sur les mêmes bases tout le temps. Ça prend des bénévoles, des chefs de secteur, des zones, des secteurs. Là, on ne pouvait plus aller jusqu'aux rues, mais tu sais, idéalement, c'est ça. T'envoies des équipes capables de faire la distribution, d'autres qui font du téléphone. C'est pas tout le monde qui s'intéresse à la même chose dans une organisation. Non. Il y en a qui aiment faire des coms, il y en a qui aiment faire de l'animation politique, puis il y en a qui aiment faire du terrain. Puis dans le terrain, mais il y en a qui aiment faire des téléphones, il y en a qui aiment distribuer. Parlez-eux pas de venir jaser de politique. Ils sont pas là. Mais tu sais, ils vont être capables d'aller faire du porte-à-porte, distribuer des choses. Tout ce monde-là, il faut les mettre au travail. Puis moi, ce que j'aime comme organisateur, c'est d'essayer de tirer le maximum des bénévoles que j'ai. Pas le ciblant, mais en l'identifiant, là, j'arrête pas de dire le même terme que tantôt, mais dans le fond, tu veux bien le décrire, savoir qui il est, c'est quoi ses caractéristiques. Ouais. Quand tu t'assois avec quelqu'un, alimenter ça. C'est ça, puis travailler sur ses qualités, puis tout travailler ses défauts. Quand tu identifies ses qualités, tu peux faire des grandes choses. C'est bien dit. Puis on a commencé à développer ça. Puis après ça, en 2003, ben là, j'ai des enfants, puis plus de problèmes à l'école avec mon gars, puis... Fallait que tu prennes du temps pour toi et pour vous. Puis là, j'ai comme le goût de vivre d'autres choses. Fait que j'ai une amie qui est Diane de Conseil, qui est présidente de la Commission scolaire de Montréal. Elle cherche quelqu'un pour organiser la campagne du mémo pour vraiment sortir les catholiques du contrôle de la Commission scolaire. Okay. Fait que là, j'ai décidé d'aller donner un coup de main. Okay. Puis de rester après ça comme chef de cabinet. Je ne compterai pas toute l'histoire du mémo parce que ça aussi, c'était une histoire. On fera un autre épisode, tu reviendras. Ouais. Puis là, on a gagné cette élection-là. On a pris la direction de la commission scolaire. On est arrivé pendant ces années-là, toute l'introduction des commissions scolaires linguistiques et tout. Mais il y avait des liens avec ce que tu avais fait en politique. Absolument. C'était éminemment politique, c'était encore de l'organisation. C'est parce qu'il faut comprendre que de l'organisation, que ce soit au niveau scolaire, que ce soit au niveau municipal, au niveau provincial, au niveau fédéral, il y a une base commune. Il y a un tronc commun, comme dans n'importe quel métier. Il y a un savoir-faire qu'il faut que tu acquières. Après ça, c'est de l'adapter à la réalité. Souvent, les gens n'ont pas la capacité de l'adapter à la réalité. On ne peut pas toujours faire l'élection de la même façon, d'un niveau à l'autre. Fait qu'il faut que tu sois capable de bien identifier. Aussi, quand tu arrives dans une organisation, on ne part pas tous dans le même endroit. On n'a pas toute la même qualité d'organisation tout le temps. Fait qu'il faut que tu fasses avec ce que tu as. Puis il faut essayer d'aller tirer le meilleur de ce que tu as comme outil, comme moyen. Tu sais, sur le référendum, on aurait pu dépenser 5 fois, puis on aurait eu l'argent de dépenser 5 fois, on aurait fait des affaires peut-être encore bien plus flyées. Tu fais avec ce que tu as. C'est la même chose au scolaire. Scolaire, là, c'est une élection qui demande encore bien plus d'organisation, de planification. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'électeurs, il n'y a pas beaucoup de bénévoles. Des fois, tu peux avoir autant de bénévoles dans une circonscription électorale scolaire que provinciale ou fédérale. Sauf que le travail qu'ils vont faire pour identifier le monde est énorme. Pour avoir quasiment peu de votes à la fin.
C'est pour ça qu'il faut revoir, à mon avis, pas la question de l'administration politique des commissions scolaires, mais plus que le mode électif n'est pas adapté par toute la réalité. On pourrait voter par Internet, pourrait se faire autrement. Je pense qu'il faut, là, je suis très psychopolitique, il faut garder quand même une représentation de la population qui paye des taxes au sein de la gestion. Fait qu'après ton passage dans le monde scolaire, la CSD, oui. Qu'est-ce qui t'a amené, le transfert s'est fait comment? T'es retourné à la politique à un moment donné? Il faut savoir qu'entre-temps, je suis impliqué encore quand même au Parti québécois. Comme bénévole? Comme bénévole, président de comté dans Masson, entre autres. Okay. Je m'occupe de campagne. Encore là, je remonte une équipe d'organisation. Puis comment on fait du financement. Former des gens, faire des séances de formation le soir pour les bénévoles du comté. Puis on atteint les objectifs de financement. Puis entre-temps, il arrive le fameux congrès où Bernard Landry démissionne. Ben oui. Et là, moi, je suis là comme président de comté, puis là, c'est la pagaille. Tu comprends, les gens, on s'attendait pas à ça. Puis là, il faut retomber sur nos pattes. Fait que là, il commence à avoir une course qui se dessine. André Boisclair, qui est en train d'étudier à New York, il a fini le John F. Kennedy School. Puis là, il devait aller à Toronto. Puis là, il dit, écoute, ça me tente de me présenter à cause de la chefferie. Moi, j'étais à la commission scolaire, puis avec les enfants, tout ça. Mais bon, je peux pas laisser tomber mon ami André, tu sais. Puis je vais te donner un coup de main, André. Mais je savais que j'avais pas tout à fait ce qu'il fallait pour diriger ce genre de campagne au leadership-là. Pourquoi? Parce que moi, j'étais un organisateur terrain, j'étais un gars, en termes de logistique, il y a tout ce qu'il faut. Mais en termes de connaissance de tous les députés, de PR, c'est pas ma force première à ce moment-là. Puis t'avais besoin de ces outils-là. Je sentais qu'il y avait besoin de quelqu'un à côté de lui, qui allait faire une bonne job là-dessus, puis ce serait pas moi. Alors j'ai eu l'humilité de me dire, regarde, André, je pense que j'ai une meilleure personne que moi pour t'aider, mais je vais être là. Je vais m'occuper de tout le terrain, André. Mais j'ai une meilleure personne. J'ai présenté Louis-Philippe Bourgeois, avec qui j'avais travaillé au Bloc québécois, puis qui avait beaucoup de talent pour ça, entre autres. Puis qu'en organisation, on se comprenait. On était sur la même longueur d'onde. Fait que je les ai fait rencontrer. C'était une belle rencontre. Ils ont monté une belle équipe. J'ai participé. J'ai fait le plan de départ. La stratégie d'aller chercher 50 000 nouveaux membres et tout ça. J'ai monté une équipe avec une amie extraordinaire qui, à l'époque, était chanteuse au Cirque du Soleil, mais qui m'avait donné un coup de main extraordinaire d'organisation. Mon petit. Elle a encore, je suis convaincu, un sens extraordinaire pour mobiliser les gens, pour mettre des bénévoles dans une ambiance, de donner 200%. Fait qu'elle s'est trouvée dans un creux à ce moment-là. Fait que j'ai donné un défi qu'elle a accepté, puis elle a fait un travail remarquable parce que le gros, t'as beau écrire des stratégies, là, pour comment aller chercher, là, mais c'est elle et son équipe qui sont allés chercher. Fait que c'est ces contacts humains qui font la différence. C'est l'important qu'un bon organisateur, là, c'est pas de faire les choses. C'est de trouver des bonnes personnes qui ont les bonnes qualités pour faire ces choses-là. C'est des fois, on se trompe, tu sais. Mais quand on le réussit, là, ça donne des maudits beaux résultats. Intéressant. Quand t'es rendu, c'est toi qu'il faut qu'il monte dans le poteau, poser la pancarte, dis-toi. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu sais. Il y en a sûrement un meilleur que toi qui pourrait faire ça. Je sais pas si tu sais qu'aux engagés publics, on aime bien faire, c'est comme un pied de nez aux médias, c'est tous nos titres ont aucun rapport. C'est toujours des citations prises hors contexte. Je pense que si tu viens nous donner le titre de l'épisode, ça va être c'est dans le poteau, dis-toi qu'il y a un problème. Quelque chose dans le même. On va étudier ça. Donc, on était rendu avec Boisclair. Donc, tu t'impliques avec Boisclair. Donc, on fait à cause de la chefferie d'André. Puis après ça, il m'avait offert de devenir directeur général du parti. Et je me pose la question à ce moment-là, Alain, est-ce que tu penses que tu peux apporter quelque chose de tellement différent qui peut faire la différence puis amener à l'indépendance du Québec? Tu penses-tu que tu es la bonne personne? Puis ma réponse, c'était non. Pourquoi? Parce que je sentais pas à l'époque que j'avais encore acquis ce qu'il fallait pour être la bonne personne capable d'arriver en avant puis faire le plan. Puis que ce soit un plan qui fasse la différence, que je sois capable d'être en contrôle de la situation avec le chef,
puis d'être capable. Je pense qu'il y avait quelqu'un de meilleur que moi pour ça, parce qu'il y avait d'autres défis à relever dans lesquels c'était pas mes qualités premières. Il y avait des défis administratifs importants, puis tu sais, j'avais des choses à régler encore au niveau personnel que je préférais. Puis j'étais tellement bien en commission scolaire avec Diane, on avait des défis incroyables. On est en train de faire des virages pour faire des épisodes là-dessus sur toute la question de l'éducation au Québec. Puis il y avait des enjeux là qui me fascinaient, puis j'avais le goût de les terminer. Alors, t'es pas rendu au bout de ton passage à la commission. Non, puis moi j'avais le goût, tu sais, j'avais toujours été dans l'organisation, puis j'avais le goût d'apprendre le métier de chef de cabinet. Je m'étais dit, tu sais, moi j'étais allé au bout, là, tu sais, quand t'étais l'organisateur, que la sortie de vote, t'étais l'adjoint à l'organisateur, que la campagne référendaire, t'as pas mal été au bout de ton expertise à ce moment-là. Puis il y a une expertise que je voulais acquérir, c'était la capacité d'être capable de travailler avec un appareil administratif qui est 10 fois plus compétent que toi, puis de travailler ensemble, puis essayer d'amener des orientations, puis d'essayer de diriger une institution vers du mieux, vers du plus, vers du développement. T'sais. Moi, j'étais un développeur. Alors, il fallait que je l'apprenne, ça. Moi, j'ai pas été à l'université. Alors, je l'ai appris en le faisant. Tu étais là à l'école de la vie. Mais aussi des cours. Les NAP donnaient des cours, Diane suivait des cours, Diane de coursier, je regardais ses affaires. On en parlait beaucoup, fait que c'était très formatif. On a engagé des fois des jeunes, des consultants avec lesquels j'ai été en relation, j'ai appris beaucoup là-dedans. Puis les cours de téléuniversité, sur la gestion. C'est déjà bon que tu as fait de poser ce geste-là. Il y a bien des gens, des fois, qui ne veulent pas... Ils ont une position, il y a un poste, ils veulent pas faire l'effort de prendre du temps en plus. J'imagine que tu faisais pas ça sur tes heures de bureau, tu devais apprendre après. Donc, se former, en plus, c'est quand même de l'engagement. Heures de bureau. Moi, je travaille. C'est 24 sur 24. Mais j'ai appris depuis, tu sais, de pas fuir dans le travail, tu sais. Parce que c'est souvent une fuite quand on fait ça. T'sais. C'est important le travail, c'est important de s'impliquer, mais c'est important d'avoir des relations humaines qui ont de l'allure dans sa vie. Fait qu'à un certain moment donné, tu as eu, j'imagine, une situation où tu étais plus à l'aise, ou tu as fait cette transition vers un retour politique? Oui, mais en fait, ce qui est arrivé encore là, c'est que il est arrivé un moment où, avec Mme Marois, après la crise qu'elle a subie, il y a eu une mobilisation, entre autres des femmes, et de Diane de Courcy, et en éducation, et en question tout ce qu'on avait fait aussi. On avait un certain leadership au niveau de Montréal, que ce soit en immigration, que ce soit en éducation, et aussi sur beaucoup d'enjeux métropolitains. On avait un point de vue, puis on sentait qu'on était rendu pas mal au bout de ce qu'on pouvait réaliser à la Commission scolaire de Montréal, que si on voulait vraiment aller au fond de notre vision puis amener les changements, il fallait aller ailleurs. À l'autre palier. Intéressant. Alors, c'était une discussion qui n'a pas été simple entre moi et Diane de Courcy. Parce qu'est-ce qu'on le fait? Parce que choisir, c'est renoncer, comme elle dit si bien. Ça veut dire, c'est renoncer à une équipe extraordinaire, une famille qu'on a construite au mémo en commission scolaire. Puis on le sait qu'en quittant ça, ben ça va amener une période de turbulence, puis ça nous fait de la peine. On n'a pas le goût que ça arrive. Mais en même temps, si tu veux faire avancer les choses, à un moment donné, il faut que tu aies le courage. Fait que, on a discuté ensemble. Diane a dit, écoute, moi, j'ai le goût d'aller à Québec, mais j'irai pas tout seul. Si tu viens pas avec moi, moi, j'irai pas. T'sais. Parce qu'on forme une équipe, puis j'ai le goût que cette équipe-là, on l'amène à un autre niveau. Alors, j'ai accepté. T'sais, c'est sûr, c'était pas évident pour moi parce que je l'ai vécu, moi, ça, la politique provinciale, fédérale, les organisations et tout. C'était de retomber dans quelque chose qui peut être dangereux pour moi personnellement. Parce que tu voulais pas justement retomber te perdre dans le travail? Mais me perdre dans le travail, puis aussi, tu sais, à un moment donné, que ce soit des relations des fois avec les médias, je trouve ça difficile de la façon que ça se travaille. Je trouve ça frustrant, puis j'aime pas ça vivre la frustration, puis ce côté sombre-là. Fait que des fois, quand je sens que ça monte trop, je préfère prendre un recul. Mais là, je sentais que je me sentais prêt à revenir puis dire, regarde, je suis capable de faire la part des choses, ça viendra pas trop me chercher en dedans.
Puis c'est intéressant, ta vision devait être différente parce que ta motivation était différente. Dans un premier temps, tu devais être, j'imagine, puis tu pourras confirmer, tu étais là pour l'indépendance. Et là, tu viens pour d'autres motivations au départ, avant de... Moi, je connais ton avenir, là, mais de la suite des choses. Mais donc, tu étais là pour poursuivre ce que tu faisais avec Mme de Courcy. Oui, puis de dire, ben écoute, il y a peut-être une chance qu'il a demandé l'indépendance. Okay. On trouve un filon. Fait que c'était là dans le delà de ta tête. Ça oui, mais ça faisait partie du plan. Si on veut faire avancer le Québec, puis à un moment donné, on va arriver dans une situation où ce que là, ça prend l'indépendance. C'est juste comment on l'amène. Alors, on avait une vision commune là-dessus. Mais là, la première élection qu'on se présente, on n'est pas là. Oui, on est des indépendantistes, oui, mais on sait bien que l'enjeu de l'élection de 2012, c'était pas l'indépendance du Québec. Alors, on a l'élection, on est élu minoritaire, je deviens chef de cabinet, mais aussi je m'occupe de l'organisation dans le comté. Madame Crémazie est élue dans... Madame Crémazie, c'est ça. Madame de Courcy est élue dans Crémazie. Exactement. Puis c'était extraordinaire ce que j'ai appris à la commission scolaire comme chef de cabinet parce que ça m'a servi après dans un cabinet. Puis j'ai adoré ce travail-là. J'ai adoré travailler avec l'équipe des fonctionnaires, de toute l'équipe d'administration publique qui est là, qui étaient des gens extraordinaires, dédiés. Puis on a fait une belle équipe là, politique. Puis en même temps, par contre, moi je voulais que l'organisation, ça continue à évoluer. Fait que j'écrivais des notes pour comment je voyais les choses. Puis j'ai commencé à tester d'autres façons de faire. J'ai commencé à être en relation avec d'autres types de personnes pour comprendre que les choses évoluaient. Est arrivée, l'élection de 2014, la défaite. Et après la défaite, on perd dans Crémazie, on perd le comté aussi. Qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qui arrive pour toi? Ben, tu sais, moi, je suis pas en année sabbatique, mais je prends quelques mois de recul. Parce que là, toute ma vie était au service des autres. Puis là, je me dis, est-ce que je devrais pas moi-même m'occuper de ma propre vie, partir en affaires ou, tu sais, faire d'autres choses, prendre pas toujours la vie publique. Puis ça avait été difficile aussi sur la place publique, comment cette élection-là avait été, tu sais. La pression avait monté beaucoup. Fait que je pense que je vivais trop d'agressivité à l'intérieur. Ça me tentait moins. La flamme était partie un peu. J'étais allé travailler en Chine. T'es allé travailler en Chine? J'ai travaillé un mois en Chine avec un ami. J'étais allé refaire son plan d'affaires. On a développé une nouvelle ligne de produits pour l'Europe, surtout. Ah ouais. Dans le milieu de la technologie. Puis là, c'est sûr, la course à chefferie s'annonçait. J'ai rencontré les différents candidats. Souvent, ils me demandaient de me rencontrer. Ils voulaient te recruter? Recruter, puis je pense qu'il voulait avoir mon point de vue. Puis, il y en a là-dedans, c'était des amis. Fait que, c'était facile pour moi de donner le point de vue. Mais j'ai eu la sagesse de dire, écoutez, moi, je pense qu'il y a une candidature qui pourrait venir, qui s'appelle Pierre-Carl Péladeau. Moi, je suis un indépendantiste. Puis c'est rien que ça qui m'anime le plus fondamentalement. C'est ça qui me reste de la politique aujourd'hui. C'est mon goût de faire l'indépendance du Québec. Puis si cette personne-là vient, j'aimerais ça avoir une discussion avec elle. Parce que si elle vient pour les bonnes raisons, moi, je pense qu'on peut pas passer à côté de travailler avec cette personne-là parce que je pense qu'elle peut faire la différence. Est-ce que tu connaissais déjà M. Péladeau à l'époque? Du tout. Moi, je viens du milieu syndical en plus. C'est vrai. Fait que, tu sais, j'avais l'opinion l'image qu'on reportait de lui. Fait que, il y a des gens qui m'ont appelé, m'ont demandé de le rencontrer. J'ai accepté. Je l'ai rencontré, c'était une rencontre magique, je pense. Ça a cliqué? Ça a cliqué. Ben, tu sais, les premières rencontres, c'était un peu spécial parce qu'on c'est comme si on jaugeait un peu. Ouais, c'est ça, mutuellement. Puis, quand on a commencé à parler un peu de son père, moi, le mien, pourquoi il faisait ça, là, c'est là que ça a cliqué. Tu sais, je savais qu'il faisait pas ça pour le pouvoir, il faisait pas ça pour l'argent. Il faisait ça parce qu'il y croyait. Puis il y avait quelque chose qu'il avait le goût de réaliser. Puis que c'était pas le pouvoir qui l'intéressait, c'était l'indépendance du Québec. Mais il cherchait quelqu'un pour l'aider là-dedans, parce que lui, en organisation, tu sais, il savait pas. Dans la vie partisane, il n'a pas impliqué j'imagine. Non, mais aussi, tu sais, il dit, ouais, mais ce serait quoi le plan, tu sais? Ouais. Lui, il a une idée, tu sais. Fait qu'après ça, on a échangé sur l'idée. Comment il voyait ça?
comment on pourrait réussir ça? Tu sais, c'était quoi? Puis là, à un moment donné, ça s'est construit. Fait que, déjà, tu travaillais, tu mettais les bases de quelque chose que tu allais mettre en place. Ben, avec lui, c'était surtout la philosophie. Ah oui? Selon laquelle on allait mettre quelque chose en place. Si on allait mettre quelque chose en place, sa décision n'était pas prise. OK. Puis là, il se disait, ouais, mais là, on me dit qu'il faut que je prenne une décision, mais oui, je suis d'accord. Quand t'es prêt, faut que tu viennes pour les bonnes raisons, puis faut que t'ailles le goût. Parce qu'un coup que ça va partir, tu pourras plus reculer, tu sais. Ça va être gros, tu sais. Puis une personne comme celle-là qui arrive d'un parti, ben, c'est tellement gros que ça peut pas arriver comme n'importe quelle autre personne. Faut que ça soit gros. Faut que tu, excuse l'anglicisme, mais faut que tu performes, faut que tu scores, comme on dit en anglais, parce que sinon, ça s'effondre tranquillement, ça s'effrite. Fait que là, comme lui, quand il va annoncer, s'il se décide, ben, il faut que ce soit quelque chose de très gros. Finalement, on décide de, regarde, moi, je vais construire un plan. Je vais monter une équipe, puis je vais te présenter une business. Je vais te présenter une occasion d'affaires. Puis tu me diras si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, à la limite, nous, on trouvera quelqu'un d'autre, pour vendre le produit. Mais tu sais, l'idée, le produit était fait sur mesure, c'était lui, c'était son idée, c'était sa campagne. Mais je voulais pas mettre de la pression. Mm-hmm. C'était pas nécessaire parce que c'est un gars entier. Quand il va se donner, il va se donner. Puis à un moment donné, moi j'ai commencé à vouloir monter une équipe, mais je voulais revoir comment se fait les bases de l'organisation sur certains aspects. Qu'est-ce que tu parce veux dire? Parce que j'ai rencontré au parti, dans les organisations, même dans la campagne à chefferie, j'ai commencé à aller discuter avec des gens d'ailleurs. OK. Tu prenais le pouls. Prenais le pouls de gens qui étaient spécialisés dans d'autres choses. Puis qui me disaient, ben, tu sais, des fois, on devrait peut-être penser ça autrement, faire ça autrement. Obama avait commencé à introduire un modèle, on était allé explorer là. On était allé explorer avec des nouveaux outils à l'époque, Nation Builder, là, qui était ben hot, mais qu'on a vu après que c'était pas aussi performant que ça. Puis on a commencé à réunir autour de moi, d'abord une équipe. Puis tu vois que c'est exactement comme on construit une organisation locale. D'avoir 3, 4, 5 personnes au départ, des gens, la vie à la mort, ils vont être là. OK. Qui sont là parce qu'ils puis qui ont le goût de faire une campagne avec toi. Ils vont mettre du temps eux autres? Ils vont mettre du temps, ils compteront pas le temps. OK. Puis, on va se défoncer là-dedans parce qu'on a le goût de travailler ensemble. Ton noyau dur, genre. Un noyau dur de personnes qui ont le goût de travailler ensemble. Ouais. Puis, on a commencé à construire. Après ça, il a fallu faire une vision. Tu sais, on a une mission, mais ça prend une vision. Mm-hmm. Et c'est là qu'on a commencé à introduire la vision qui est devenue le fameux plan là, sur triennal, où ce que l'ouverture, tendre la main, la vision à long terme, puis pas avoir peur de faire des erreurs, puis d'avoir de l'innovation dans ce qu'on fait, est devenu le leitmotiv. Puis ça a bousculé. Mais déjà dans la campagne. Déjà dans la campagne à chefferie, quand je rencontrais des gens pour immobiliser, c'était ça le leitmotiv. Ouverture, innovation, puis autant la main. Fait que c'était pas juste votez pour nous ou venez militer pour Pierre Karl parce que c'est Pierre Karl. C'était oui, il y a Pierre Karl, mais voici toute la vision que nous et Pierre Karl, nous allons avoir ensemble. Pierre Karl, là, c'est une vision, c'est pas juste un individu. Pierre Karl, il arrive avec une vision. C'est intéressant. Puis cette vision-là, c'est pas on va faire un peu plus de ça, un peu moins de ça. On va faire après l'indépendance du Québec, puis on va se donner un plan, Mm-hmm. puis le plan, il porte sur 3 ans. Est-ce que la 3e année, on déclare l'indépendance? C'est pas ça, là. On fait un plan pour être prêt dans 3 ans. Mm-hmm. Alors, tout le monde doit se commettre pour dire, qu'est-ce que je fais, moi, pour qu'on soit prêt dans 3 ans? On inverse complètement le rôle. C'est pas le leader en avant qui dit, dans 3 ans, non. Qu'est-ce que toi, François, tu vas faire? Qu'est-ce que moi, je vais faire? Mm-hmm. Puis qui on peut trouver à l'entour qui peut nous aider, qui peut faire de quoi? Parce que dans 3 ans, il faut être prêt. Ça m'a amené à rencontrer des gens de com, entre autres, qui m'ont dit, écoute, les organisations, c'est plus des organisations. Tu sais, un bon organisateur, c'est quelqu'un qui communique bien. C'est quelqu'un qui est capable de mobiliser du monde. C'est
Pas quelqu'un qui s'enferme dans un bureau et qui analyse des chiffres. Quelqu'un qui motive. Fait qu'on a commencé à recruter du monde. On a construit une structure. On a construit une vision. On a peaufiné cette vision-là. Puis Pierre-Carl roulait au niveau politique. Moi, je roulais au niveau terrain. Mais avec cette même vision-là, de construire quelque chose pour que dans 3 ans, on soit prêt. Puis après ça, quand la course était finie puis qu'on a gagné, si tu as remarqué pendant la course, le positionnement de Pierre-Carl, c'était de faire pareil comme si ça allait se régler au 3e ou au 4e tour, en termes d'attitude. Parce qu'on n'est pas là, parce qu'on est les vainqueurs, puis on est plus fin que vous autres. On a besoin de vous autres. Pas question d'attaquer du monde dans la campagne. On n'a pas les mêmes, puis on milite pas pour le même chef, c'est pas grave. Parce qu'il faut tous travailler ensemble après. Puis c'est ça qui est plus important. Puis si c'est ton chef qui gagne, ou ta chef, on va travailler ensemble après. Donc c'est important. Moi, ça, c'est un mot, c'est un leitmotiv que tu as passé dans l'organisation à tous les niveaux. C'est un incontournable. Okay. Dans l'organisation, pour occuper une fonction dans l'organisation, il faut que tu penses comme ça. Okay. Après ça, mais en construisant cette organisation-là, on a découvert des techniques, dont ceux que Obama et son équipe avaient fait. On a discuté avec des gens qui ont travaillé avec eux. On a même fait une façon de faire d'identification de vote pendant la course à la chefferie qui était inspirée. On avait un cahier, quand les gens arrivaient, il fallait qu'ils disent qu'est-ce qui me motive à venir ici aujourd'hui? Ouais. Puis pourquoi l'indépendance est important pour moi? T'sais, on ramenait les choses à eux. Pour que quand ils vont l'expliquer à quelqu'un d'autre, ils vont prendre le mot. Mais il y avait déjà pris le temps d'y penser, premièrement. Puis, tu sais, c'est ça. Après ça sort facilement. Puis en parallèle avec ça, on a commencé à développer des technologies. Commencé à développer des comités, des façons de faire qui allaient changer les choses par la suite. Moi, j'avais une vision sur où est-ce que je voulais amener les affaires à moyen et à long terme, en termes de performance technologique. Parce que je sentais qu'au parti, puis je veux vraiment pas parler des gens là, qui étaient là avant, au contraire, moi je pense qu'ils ont fait beaucoup de choses avec ce qu'il y avait. Moi, je suis arrivé avec une autre époque, une autre philosophie. Moi, je voulais investir massivement dans la technologie, dans les communications, parce que j'avais vu ce qui se passait aux États-Unis, puis que dorénavant, on allait avoir des organisateurs terrain, mais beaucoup moins nombreux. On allait avoir beaucoup de gens en communication qui allaient faire des coms ciblés parce qu'Internet était de plus en plus présent, Facebook et tout ça, les médias sociaux. Donc, il fallait développer de l'expertise là, du savoir-faire. Puis après ça, il fallait être capable de travailler avec des données. Et ça commençait, on appelait ça à l'époque le Big Data. C'est devenu le Smart Data. Donc, je savais qu'il fallait aller chercher des connaissances là, puis il fallait développer un savoir-faire qui n'existait pas. Mais ça donnait de l'investissement. On n'avait pas les moyens. Dans une campagne, tu peux-tu te permettre, c'est ça? Dans une campagne à chefferie, on s'en est permis un peu, mais on n'avait pas énormément de moyens. Mais je savais qu'après ça, si on voulait continuer avec le parti, c'est ça qu'il fallait développer. Alors après, à cause de la chefferie, j'ai pris un mois de recul. Et là, il a fallu que je réfléchisse. Est-ce que je suis la bonne personne qui peut aider, qui peut faire une différence en mettant de l'avant une vision? Là, j'ai venu à la conclusion que oui, je peux faire. La même question que tantôt. La même question que tantôt. Mais une réponse différente. Là, je pense que j'avais le goût de le faire. Puis je pense que je pouvais faire la différence. Tu sais, je pouvais apporter quelque chose au parti et aussi aux indépendantistes de par ce que j'ai acquis comme compétences. Et là, j'ai travaillé avec l'équipe de la permanence, avec des militants, avec des universitaires, du monde complètement à l'extérieur pour faire un plan. Sur 3 ans. Mais t'es devenu DG du Parti québécois. J'ai accepté à ce moment-là, donc la direction générale. Puis là, j'ai fait un plan. Parce que je voulais que cette vision-là qu'on avait commencé dans le conseil de chefferie, on la poursuive en termes d'organisation de parti. Alors, c'était le plan que Pierre-Carl a fait adopter, puis qu'on a fait adopter ensemble, puis que j'ai mis en place là, pendant au moins les 2 premières années. Parce que... Et là, c'était basé beaucoup, entre autres, là, on a vu des virements majeurs en technologie, puis c'est là qu'on s'est connus, on va être transparent, c'est là qu'on s'est connus. Beaucoup. Oui, parce que tu m'as inspiré beaucoup sur bien des aspects. T'es bien fait. Non, mais c'est vrai, tu avais le savoir-faire, puis tu avais des belles qualités, puis là-dessus. Puis on a introduit des changements importants.
Puis tout changement amène de la résistance au changement. Il fallait passer à travers ça. Il fallait changer la façon aussi. Tu sais, quand on dit la professionnalisation des fonctions, tu sais que les gens, comment ils se comportent par rapport à une équipe. Il n'y a pas de boss. Il y a des gens qui travaillent ensemble pour une cause. Puis on a un plan. Puis il faut que le plan, on y arrive. Tu revenais souvent au plan. Toujours, la ligne toujours. Ouais. Puis tu sais, on savait qu'on n'avait pas les ressources. On n'a pas les moyens d'engager tout le monde. On a créé des comités extraordinaires. De bénévoles. Puis à un moment donné, de gens de haut savoir. Ah oui, des experts. Des experts en communication qui avaient des jobs d'expertise énormes dans des compagnies. Il y avait des gens moins compétents, là, comme Denis Martel. Là. Il y avait des gens un petit peu moins... Non, mais c'est important d'avoir différents points de vue. Des gens moins compétents comme Denis. Tu sais, je te racontais comment j'ai rencontré Denis. Je sais pas si... Mais tu sais, pendant la course à la chefferie, je reçois un téléphone d'un gars de Québec qui me dit qu'il enseigne. Déjà, ça part mal. Non, du tout. Je suis très ouvert. Puis il me dit, moi, j'enseigne en communication, j'ai une idée, je descends à Montréal. Puis là, par le même, tu sais, il me dit, hey, il va me rencontrer. Je dis, parfait. On se voit ce soir à 10h à ton hôtel. Fait que dans le hall d'hôtel, je l'ai rencontré à 10h, quand il est descendu à Montréal, il m'a expliqué sa vision. Québec, j'ai expliqué comment je voyais l'enjeu de Québec. Ça a cliqué tout de suite. Ouais. On est devenus amis. Je l'ai motivé à embarquer dans l'équipe. Il nous a apporté aussi une vision, puis c'était le fun. Puis c'est resté après, tu sais, il a comme participé au comité. Ouais. Puis c'était des apports extraordinaires. Puis on a réussi à construire des outils. Après ça, on a compris qu'il existait des outils qu'il fallait avoir, puis qu'on n'avait pas les moyens nécessairement d'avoir, donc qu'il fallait développer en faisant, dans le fond, du donnant-donnant. Avec des gens, on apportait une expertise, ils nous apportaient en échange de l'expertise. Exact. On lui donnait la chance de travailler dans du haut niveau stratégique, sur des enjeux assez hauts quand même. Puis après ça, on s'est aperçu qu'on avait un problème au niveau du data. Comment on gère ça, ces choses-là? Et là, on a entendu parler à un moment donné par une firme qui parlait d'échelle d'activation et tout, mais qui venait un peu de ce qui se passait aux États-Unis, puis qui est arrivé ici, puis qui nous ont dit, nous, on aimerait ça discuter de toi, de tout ça avec toi. Je les ai rencontrés. On a fait une entente de partenariat. Ils ont participé à des comités. On s'est aperçu qu'en termes logiciels, tout ça, on était beaucoup en retard. Puis que si on voulait développer, il fallait faire des changements. On a créé un comité là-dessus. On a introduit des gens qui ont donné du temps puis qui nous ont aidés beaucoup là-dessus. Fait que c'est un narratif qui traverse ta carrière politique, ça. La volonté de toujours être à ta fine pointe, pour s'assurer de faire la meilleure organisation puis la meilleure sortie de vote, ultimement. Puis avec des bénévoles. Ouais. Travailler, là, l'effet d'une permanence, c'est de faire travailler des gens permanents avec des bénévoles. Puis qu'un soit pas jaloux de l'autre ou en concurrence avec l'autre, mais qu'on essaye ensemble d'arriver au plan. Mais ça devrait aller de soi. Ça devrait. Mais c'est pas toujours évident parce que, tu sais, dans l'humain, des fois, tu peux te sentir menacé. Puis, tu sais, inconsciemment, des fois, tu résistes à ça. Puis bon. Mais finalement, il est arrivé quand même pas pire. On a même pu dépasser ça puis s'apercevoir qu'il fallait développer un savoir de haut niveau. Puis là, on parle en termes de chaire de recherche universitaire pour développer de la gestion de données. Ouais. Et le smart data, hein, tu parles de gérer tout ça. De gestion de tout ça, d'analyse de tout ça. Ouais. Et c'est là qu'on a compris qu'il fallait même revoir complètement tout comment on travaille, tout le cursus d'identification d'un vote. Tu sais, avant, c'était beaucoup axé sur on fait de la promotion, on va pointer, puis on le sort le jour du vote. Ouais. Puis that's it. That's it. Fait que qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Maintenant, le cursus est beaucoup plus complexe. On fait du profilage, ensuite on cible, puis après ça, on identifie. Donc, dans le profilage, on parle d'outils de sondage, d'outils d'analyse de haut niveau qui nous permet de voir des tendances, des changements de tendance, des analyses qui nous permettent d'être prospectifs à travers des analyses de changement de variables, quel impact que ça peut avoir. On travaille beaucoup avec ce genre de données-là. Ça nous permet de faire des profils, de voir comment est en train d'évoluer les choses, puis comment l'impact de ce qu'on dit, de ce qu'on fait sur les choses et l'évolution de ces thématiques-là ou de ces sujets-là. Après ça, un coup qu'on sait ça, il
Il faut être capable de cibler nos gens. C'est ça qui devient difficile parce que là, comme il n'y a plus de téléphone autant qu'avant, les gens n'ont plus en plus de cellulaire. De ligne fixe. De ligne fixe, il faut les rejoindre autrement. Alors là, on se retrouve devant. Ça ne donne rien d'essayer de rejoindre 100% de la population en un à un. On va essayer de rejoindre un certain nombre personne à personne, puis on va essayer de rejoindre un certain nombre de personnes en groupe, ou par de la publicité, ou par des offensives de médias sociaux. Fait que tu veux multiplier les canaux, finalement. Il faut multiplier les canaux, donc il faut multiplier les façons de faire. Mm-hmm. Et c'est là qu'arrivent toutes les notions d'échelle d'activation. Et c'est là qu'il a fallu construire comment on fait évoluer les gens à partir du moment que tu les as profilés, tu as commencé à cibler qu'ils pouvaient appartenir à un groupe, comment tu les fais évoluer pour leur passer ton message, les sensibiliser, puis éventuellement les identifier formellement comme quelqu'un que tu peux compter sur son appui. Puis encore là, ce qui est dur pour les organisateurs de mon âge, c'est que nous, on est habitués d'avoir du contrôle. Et là, on tombe de plus en plus dans un domaine où on a de moins en moins de contrôle formel. On a du contrôle indirect. L'exemple que je te donnerais, c'est avant, on pointait quelqu'un, on le sortait. Il y a une bonne chance qu'il ait voté pour nous autres. Okay. Aujourd'hui, on va en identifier un certain nombre de même. Il y a bien des gens qui ont fait une campagne Facebook. On sait que ce type de clientèle-là, quand on a réussi à la rejoindre, on sait qu'on l'a sensibilisé puis que ça a marché. On n'a jamais réussi à y parler directement. Mais on sait que son profil, 9 fois sur 10, il va voter. Il vient pour nous autres. Il vient pour nous autres. Ouais. Donc, ça va à peine de trouver une façon de le sortir. J'y parlerai jamais directement. Non. Mais à un moment donné, je vais constater qu'il est allé voter. Puis là, je vais dire, bingo, mon travail est fait. Avant ça, j'aurais jamais dit, ben non, je ne sais pas pour qui il va voter, je ne l'ai pas pointé. Puis je ne sais pas si c'est exactement ce que tu es en train de décrire, mais sur Facebook, il y a les audiences similaires aussi qu'on peut générer. Donc, c'est des gens que tu n'as jamais rencontrés, que tu ne vas jamais identifier, mais Facebook va auto-gérer des profils très semblables. C'est pour ça que ça m'énerve un peu quand j'entends les journaux, puis j'entends des médias qui font la grosse guéguerre en entour des data, les partis politiques ont des données sur nous. Et tu russes, Alain Colline? Non, mais tu comprends pourquoi je t'en pose la politique. Tu sais, les journaux, les télévisions, ils ont 10 fois plus de données qu'un parti politique peut avoir sur eux. Ah ben. Fait que s'il y a quelqu'un qui peut manipuler l'opinion politique, c'est bien plus les médias que les partis politiques comme tels. Dans les partis politiques, il faut être capable de parler aux gens. Il faut être capable de passer des messages. De moins en moins, on réussit à passer des messages par des médias traditionnels parce qu'ils ont leurs propres agendas. Ben, nécessairement. Ils ont moins d'audience, ils ont moins de reach. Ils vont avoir de moins en moins d'audience parce qu'ils font de moins en moins d'informations. Ils font de plus en plus de tribunes, puis de plus en plus de commentaires plutôt que de l'information. Fait qu'il faut trouver une façon d'aller pousser notre information quelque part. Puis pour ça, ben, ça nous prend de l'information. Où est-ce qu'on va aller à mettre cette information-là? Notre but, c'est pas de vendre ces données-là à quiconque. Il n'y a pas les partis politiques. Je sais pas en avoir parlé avec les autres directeurs généraux de partis. Personne de nous autres est intéressé à vendre la donnée. C'est super protégé. Ah oui, tu veux garder ça. Tu veux garder ça pour toi. Ça vaut de l'or pour toi, cette donnée-là. S'il y a une place qui est insécure, c'est bien entre nos mains. Est-ce qu'un jour, on pourrait se faire du vol de data? Ben, tu sais, si les caisses populaires, les grandes institutions, ça peut arriver. Ça peut arriver. Comme ça peut arriver au directeur général des élections, là. Au gouvernement. Au gouvernement, à n'importe qui. Tu sais, à un moment donné, il faut arrêter de paranoïer, tu sais. Avec tout ce qu'on fait sur Internet, avec tout ce qu'on voit avec nos Facebook et tout, tu sais, on laisse une trace. Si tu veux pas laisser de trace, fais attention à ce que tu fais. Mais tant qu'elles sont est une société qui va arrêter de se parler, de progresser, par la peur des uns des autres. Alors que, tu sais, ben non, on veut se connaître de plus en plus. On est dans une société de communication. On veut se connaître les uns les autres. Ben, c'est la façon de se rejoindre maintenant. Donc, tu mets en place un plan d'action avec M. Pellado. Tu nous parles de l'importance de repousser les limites de l'organisation puis du terrain avec les données. Qu'est-ce qui se passe après avec M. Pellado? Ça a bien été, je pense? Moi, ça a super bien été avec Pierre-Carl Pellado. J'ai adoré travailler avec ce bonhomme-là. Parce que, contrairement à ce que l'image de certains ont véhiculé, c'est quelqu'un qui met du monde en entour d'une table. Mais c'est plus qu'à un moment donné, il a voulu qu'il quitte.
Oui, mais c'est ça ma référence. Il a quitté pour des raisons familiales. Bien sûr, bien sûr. Il n'a pas compté fleurette. Il n'a pas joué une game. On l'a vu quand il est arrivé, il était abattu parce qu'on lui demandait de faire un choix entre deux passions qu'il ne pouvait pas faire de choix. Puis je sais que ça me fait énormément de peine que Pierre-Carl quitte parce que moi, c'était mon allié. C'était un choc pour toi aussi. C'était un choc immense. Mais Pierre-Carl, il a fait le bon choix. Il a privilégié sa famille. Puis je pense que ce qu'il a vécu dans sa vie, lui, a fait le bon choix. Il n'y a personne qui lui a reproché, en tout cas. Non, il y en a qui s'amusent à en douter. Moi, je le sais pour le connaître plus personnellement, qu'il n'a pas eu le choix, puis il a fait le bon choix. Je pense que nos enfants, là, c'est ce qui est le plus précieux. Tu penses qu'il va revenir un jour? Ça y appartient, tu sais. Moi, je suis là pour accompagner les gens. S'il revient, on aura une discussion. Ça prend un plan. Tu sais, moi, je reviens pas. Je suis pas là pour faire une statue à Pierre-Carl ou à quiconque d'autre. Moi, je suis là parce que je crois en quelque chose. Puis que si je suis avec quelqu'un, puis on dit, hey, ça clique, puis on a un projet commun, puis je peux faire la différence, je vais être là, tu sais. Je suis un passionné. Mais, tu sais, aujourd'hui, je vieillis, je prends de l'âge, puis j'espère que je prends un peu de service. C'est ça. Puis je pense qu'il y a des gens qui sont capables de faire mieux que moi aujourd'hui, tu sais. Je peux les accompagner, puis leur donner ce goût-là, c'est d'arrêter de rester chez eux, puis tu sais, de se lever à un moment donné, puis mettre l'épaule à la roue. C'est de même que le pays va avancer. Tu sais, c'est trop facile de mettre des pauses, ça fait là. Tu sais, il y a du monde qui ont du talent au Québec, là. Que ce soit en communication, que ce soit dans les gestions de données, que ce soit dans l'organisation terrain. Hey, mettons-nous au travail. On a un pays à construire, puis il est encore à construire, c'est ce que je cherche. Il y a de la place pour tous ceux et celles qui veulent s'impliquer. Oui, puis c'est pas une guerre entre les jeunes et les vieux. Moi, je pense que les gens de mon âge, on est là, on a de l'expérience. Puis moi, j'ai amené, malgré mon âge, bien des changements technologiques dans des endroits. Je pense que on peut accompagner des gens qui ont des meilleures idées que nous autres, qui ont des idées qui sont plus modernes. Puis il faut les écouter, il faut qu'ils nous écoutent, ça prend un dialogue. Puis il faut que le monde travaille ensemble. Puis il faut lui laisser cette place-là aux gens. Élection déjà de 2018, toute l'ère Lisée, comment ça s'est déroulé? Qu'est-ce qui a mené à ton passage, à tes dernières années au Parti québécois? Ben c'était bien curieux parce que moi, j'ai un plan de 3 ans. Ouais. Ce plan-là. Qu'est-ce qui arrive avec ton plan? Ben, moi, le plan, je le continue. OK. Mais c'est sûr, je peux pas le continuer pleinement parce que si Pierre-Carl n'est plus là, non. C'est plus la même chose. Il arrive un nouveau chef, il introduit ses valeurs, ses façons de faire. Et, tu sais, aujourd'hui, je vois que on avait 2 visions totalement différentes. Moi, j'étais orienté sur le projet. J'étais là. Et lui était orienté ce qu'il appelle sur le vote, sur l'importance d'avoir le pouvoir pour éventuellement faire quelque chose. Alors que moi, je suis orienté sur un projet. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des clashs. Tu sais. Mais des fois, on a travaillé ensemble, ça a donné des résultats super intéressants. Il y a des fois, c'était plus difficile. Puis, tu sais, de part et d'autre, on a une part de responsabilité là-dedans. T'sais. Puis, moi, j'ai travaillé avec les militants, j'ai continué à faire avancer, à pousser. Mais tu sais, à un moment donné, quand tu étais à 16% des sondages, c'est important de continuer à travailler parce que moi, ce que je veux, c'est que ça évolue. Puis on a évolué dans la campagne, tu sais. On a réussi à faire des choses intéressantes en campagne. Puis ça allait bien, tu sais. Jusqu'au 3e débat. Puis au 3e débat, ben là, tout a dérapé. Maintenant, aurais-tu faire ça, pas faire ça, je veux pas commenter ça, tu sais. Je pense que si j'avais voulu écrire un livre, je l'aurais écrit. Sur l'ensemble, ça c'est je fais la blague, là, on va pas passer 8 heures ici, mais ça c'est ma première question. On a pris 1h15. Sur le 1h15 de ce que tu viens de nous raconter, sur un bagage, un passage impressionnant dans les dernières années politiques du Québec. As-tu un sentiment du devoir accompli? As-tu des regrets? Quand tu viens de faire comme un bon bilan, là, qu'est-ce que ça t'inspire? Ben écoute, avec toute humilité, moi je dois dire, tu sais, le but est pas atteint. Ouais. On n'a pas l'indépendance. Puis il y a une partie qui n'est pas de ma responsabilité parce que j'avais pas de contrôle là-dessus. Fait que tu sais, un jour, il faut que j'accepte qu'il y a des choses que je peux pas changer, puis il y en a que je peux changer.
Puis aujourd'hui, j'essaie d'avoir la sagesse, de connaître la différence de ce que je peux changer puis ce que je peux pas changer. Puis, dans ce que je pouvais changer, je pense que j'ai donné le meilleur de moi-même avec mes qualités, mes défauts. Puis, je suis quand même fier du travail que j'ai fait. Puis, peut-être que c'est pas terminé encore, tu sais, je sais pas. Mais je pense que je vais avoir à jouer peut-être un rôle différent, c'est tout. Puis, tu sais, moi, quand quelqu'un me demande d'aider quelqu'un pour le former ou lui donner, ça me fait toujours plaisir. Parce qu'on y gagne démocratiquement. Je finirai l'entrevue sur vraiment le cœur de l'organisation. J'ai été comme 8 ans au Parti québécois. T'es le seul, puis ça n'enlève rien aux autres, comme tu disais tantôt. Chaque personne est sa propre personne et ça n'enlève rien aux autres. T'es la seule personne, le seul DG que j'ai vu générer un enthousiasme débordant chez les militants. Les militants te faisaient des standing ovations. C'est quoi la touche Alain Lupien? C'est quoi ta vision de l'organisation? Pourquoi elle est si différente? Qu'est-ce qu'elle a, ta vision de l'organisation? Ben, je pense que je suis arrivé avec une vision, puis pas du court terme, du long terme, qui est en accord avec ce que les gens voulaient, où est-ce qu'ils étaient rendus. Puis tu sais, je me suis inspiré aussi de ce que ces militants-là ont dit pendant des années dans des rapports, dans des choses, dans des colloques. On avait-tu changé l'organisation? On l'avait-tu comme tassé ou on avait-tu un peu édulcoré l'organisation? Moi, j'étais pas là. Non? Je veux pas porter de jugement, mais moi, je te dis, quand je suis arrivé, ben, moi, j'aime le monde. J'aime les militants. Moi, je suis d'abord un militant. Ouais. Puis j'ai jamais oublié d'où je viens, que je suis d'abord un militant, puis que la personne qui pose des pancartes d'un poteau est aussi importante que moi. Puis si je suis capable de tenir la main, puis d'avoir une bonne jasette avec elle, je vais apprendre de quoi. Je vais être motivé, puis lui va être motivé aussi. On va s'enrichir les uns les autres. Puis je pense que cette vision-là, que les gens sachent qu'il y avait quelqu'un qui les comprenait, qui était là avec eux, puis qui allait être à leur côté, les accompagner, puis pas essayer de leur dire quoi faire. Ouais. Puis capable de leur dire, regarde, on le fait ensemble. Puis on va essayer de donner le maximum. Tu peux te tromper, c'est pas grave. On va s'aider. Je pense que ça amenait un nouveau souffle, puis ça amenait un nouveau savoir-faire que les gens aimaient. Je pense qu'il est enthousiaste parce que le plan était bon, c'est tout. C'était pas à personne, c'était le plan. Tu as beaucoup parlé, puis tu viens d'en parler un peu dans le fond de motivation. Tu nous as beaucoup parlé de responsabiliser à travers cette motivation-là. Tu as parlé beaucoup aussi d'identification, oui, des électeurs, mais aussi d'identifier ces bénévoles pour bien le circonscrire, le connaître, puis le pousser le plus possible dans ses compétences. Y a-tu d'autres bases pour toi de l'organisation? Tu vois, la première, tu l'as entendu, mais tu l'as pas nommé. Vas-y. C'est de se connaître soi. Oh! D'être capable de savoir qu'on a des qualités, des défauts, puis des fois, on n'est pas à bonne place. OK. Tu sais, j'aurais pu accepter, c'était payant, le directeur général, à cette époque-là, pour moi, mais je l'ai pas fait. Des fois, il faut être capable de savoir qu'il est temps de prendre un pas de recul, puis d'accepter. Puis pas avoir de la rancœur, tu sais, mais au contraire, tu sais, de dire, ben, comment je peux vous accompagner autrement? Tu sais, aujourd'hui, je suis au Parti québécois, puis je suis heureux maintenant. Je pense que j'ai donné 4 ans de ma vie là. Puis je ne regrette pas de l'avoir fait. J'ai adoré ça. J'ai adoré les militants et militantes. J'ai aimé des conseils nationaux, des événements. Jaser avec eux autres, qui me donnent des nouvelles d'eux, puis qui m'apprennent des choses. J'ai adoré ça. Mais là, aujourd'hui, je pense qu'il est temps que quelqu'un d'autre prenne la relève, puis qui amène quelque chose. Puis, tu sais, si on me demande, si on a besoin, puis je peux être utile, je le regarderai, tu sais. C'est sûr qu'aujourd'hui, là, j'ai comme besoin de prendre une pause. Peut-être de découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles choses, puis arriver avec d'autres idées. Tu sais. Mais mettons que si j'avais, moi, à me partir une organisation, que ce soit locale ou à d'autres niveaux, on a parlé de motivation, on a parlé de manière de recruter. C'est quoi pour toi les bases de l'organisation? Mettons, quand tu as une feuille blanche devant toi, quand tu fais ton plan, c'est quoi tes piliers importants à mettre de l'avant, toi? D'abord, faut que tu saches pourquoi toi tu y vas. Puis la personne pour qui tu vas travailler, que tu sois confortable avec. OK. Qu'elle y aille pour les bonnes raisons. En tout cas, que tu crois aussi que c'est les bonnes raisons. Puis après ça, le plus important,
c'est deux choses. C'est de bâtir une équipe une bonne équipe en entour de toi. Le noyau dont on parlait Le tantôt. noyau. Okay. Et d'avoir un plan. Combien de fois j'ai vu des gens pas faire de plan? Y aller à petite semaine. Ça prend un plan. Ou faire des tactiques, parce que c'est des bonnes tactiques. C'est ça. Pas de... La seule bonne tactique qui existe pour moi, c'est le travail. Fais-toi un bon plan, puis travaille, puis amène les gens à être tout focus sur ce plan-là, pour que tout le monde travaille dans la même direction, puis que le monde le connaisse, le plan. Tu sais, au Parti québécois, on ne cachait pas le plan entre les militants. On ne l'a pas dit ça à la place publique. Le fameux plan caché. Qui n'était pas caché pendant tout. Tous les militants l'avaient. Oui, c'est ça. Tu sais, je pense que c'est important, tu sais, d'avoir un plan, de savoir ce qu'on fait, d'avoir l'ouverture, d'être capable de le modifier, ce plan-là, mais l'ouverture, d'accueillir des propos, des gens qui ont d'autres idées, puis essayer de voir comment tu peux les incorporer. D'avoir l'ouverture aussi, quand tu sens la résistance en avant de toi, ouais. Essayer d'aller au-delà, de comprendre c'est quoi en arrière que la personne te véhicule. Parce que des fois, les gens sont moins habiles à te passer des messages. Des fois, c'était sargneux, puis ton premier réflexe peut être de dire « va donc ». Mais quand tu es capable d'entendre, des fois, il y a une maudite bonne idée. Ou des fois, c'est vrai que tu es dans le champ sur quelque chose. T'sais. Aujourd'hui, je pense de plus en plus que quand quelque chose te dérange, là, faut voir en dedans de toi, peut-être en train de toucher une de tes bébites. Ça vaut peut-être la peine du travail dessus. Puis c'est peut-être ça qui va faire la différence entre le succès et la défaite. C'est intéressant qu'on parle d'organisation qu'on pourrait vulgariser en gérer du monde. On pourrait dire qu'organiser, c'est gérer du monde. Mais que le cœur de ce que tu me dis, dans le fond, c'est de se connaître soi-même. Et justement, quand tu as ces conflits-là ou ces moments-là, de justement toujours amener un « wow, pourquoi moi je perçois ça comme ça? » Oui. C'est intéressant. Ça m'est arrivé, dans ma fonction, de recevoir une gifle, puis là, tu aurais le goût de la donner, tu sais. Là, je rentrais dans mon bureau, puis là, je disais, oh, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça me génère ça? Pourquoi ça génère ça? Ouais. Puis là, il y a du monde qui se sent heurté parce qu'ils ont été heurtés. Mm-hmm. Faut que tu sois capable d'avoir un recul. Tu sais, gérer du monde, c'est gérer des humains. Puis gérer des humains, il n'y a personne de parfait. Fait que si on travaille ces imperfections, puis on se bitch les uns les autres, on n'arrive à rien. Gérer des humains, c'est gérer des gens avec des qualités et des défauts. Si on apprend à travailler avec les qualités du monde, on va aller les pousser dans ce qui sont de meilleurs, puis on va aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Ils vont continuer à avoir des défauts, mais focus ces qualités. Fait que si tu focuses là-dessus, tu as un bon plan, puis tu fais attention à tes comportements toi-même, moi je pense que tu peux générer une maudite belle organisation si tu es associé à la bonne personne et avec un enjeu qui est porteur. Dernière question. As-tu une leçon ou une tactique d'organisation qui te tient à cœur que tu souhaites nous partager? Oui, je pense qu'il faut prendre le temps de s'asseoir avec le monde, de discuter avec le monde, puis que le plan vienne avec eux. Que ce soit pas... Voici mon plan. Voici mon plan. Faut que ce soit... Il faut que les jeunes partagent cette vision-là, puis qu'ils aient le goût de la partager, non seulement de la recevoir, mais de la partager, cette vision-là, puis de créer un dynamisme autour de ça. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut réussir en organisation. Puis le reste, c'est juste des façons de le réussir, là, les qualités que je n'avais. Moi, ce que j'ai appris à travers les années, c'est ça. Je pense que avec la trace que tu as laissée au Québec, au Parti québécois, dans le mouvement souverainisme au Québec, je pense que tu peux dire mission accomplie, en tout cas, là-dessus. Ah, ben t'es bien fait. Je te remercie. C'est moi qui te remercie pour ton passage aux engagés publics, Alain Lupien. C'est un plaisir parce que vous faites un travail formidable. On essaye. Est-ce qu'on se reparle? OK? On refait ça. À la prochaine.